Alors bonsoir à toutes et à tous. Je propose qu'on démarre cette session, cette nouvelle session de webinaire. Aujourd'hui, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous de suivre ces webinaires. C'est le deuxième, il y en aura encore d'autres à venir. Je tiens aussi tout de suite à remercier nos deux invités qui ont accepté effectivement de présenter à la fois leur mission au sein de l'IRCGN et aussi pour notre collègue enseignante, son projet, la mise en œuvre de l'opération Expert École qu'elle met en œuvre dans son établissement. Je leur donne juste rapidement la parole juste pour qu'ils se présentent et ensuite on va démarrer la présentation. Bonsoir à tous, je suis le major Stéphane Martinez-Raposo de l'IRCGN. Et je suis très heureux d'être ici en compagnie de Régis et en compagnie de Christelle. Et bonsoir à toutes et à tous. Et puis pour vous présenter mon métier un petit peu et puis la relation qu'on va avoir ensuite avec les enseignants dans le cadre expert à l'école. Un petit mot peut-être pour Christelle Jacquemin aussi. Ouais. Oui, moi, c'est Christelle Jacquemin, donc je suis professeure de SVT dans un petit collège rural en Moselle, au collège de Lorca. Et j'interviendrai après Stéphane. Voilà. Très bien, merci. Alors, bon, vous avez vu, on partage en fait les documents directement depuis la plateforme de Visio. Donc, je pense que tout le monde, on l'avait testé tout à l'heure, tout le monde voit effectivement les documents qui sont partagés. Et voilà, on va commencer par le major Martinez Raposo, à qui je donne la parole. Voilà. Alors, une petite présentation, c'est normal à mon tour de me présenter. D'habitude, quand on est sur le bord de la route, on vous demande vos papiers. Mais là, ça va être l'inverse. Mon parcours déjà scolaire, on va dire. J'ai passé un DUG sciences et structures de la matière à l'université Paris 7 Jussieu. Et ensuite, j'ai continué par une licence de sciences physiques fondamentales. Et ensuite, c'était l'époque du service militaire obligatoire. Et là, donc, je suis entré en 1994 en gendarmerie où j'ai effectué mon service militaire. Donc là, je fête mes 30 ans. 30 ans de gendarmerie. Je suis d'abord allé en unité territoriale, la brigade de gendarmerie, vous connaissez toutes et tous, qui se trouve d'ailleurs toujours en Seine-et-Marne, à Villiers-Saint-Georges. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'officier de police judiciaire. Je suis allé au gré des mutations en peloton d'autoroute, toujours en Seine-et-Marne, l'autoroute A6. Donc essentiellement des missions donc, de police de la route. Et puis en 2009 est arrivé un appel à volontaires. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'intégrer l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui à l'époque se trouvait à Rosny-sous-Bois. Et puis, donc, j'ai intégré en 2009 le service saisine scellée. En fin de compte, c'est le point d'entrée de l'Institut, où tout arrive, en fin de compte, tous les scellés avec les réquisitions et les demandes d'examen qui viennent de la part d'enquêteurs, d'enquêteurs de gendarmerie et de police, et des magistrats également, des juges d'instruction, des vice-présidents. Et ensuite, en 2013, j'ai eu la chance et l'honneur d'intégrer le département micro-analyse, car il y avait un personnel qui quittait cette unité-là. Et puis, donc, la place était vacante. On est venu me chercher en me disant, mais tiens, Stéphane, est-ce que ça t'intéresserait d'aller au département? Et donc, curieux de nature, j'y suis rentré. Et puis, depuis 2013, j'évolue au sein de l'unité d'expertise, traces de transfert, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et puis, comme parlent vos collégiens, je m'éclate dans mon métier, c'est vraiment fabuleux. Formation criminalistique, donc depuis 2021, donc je suis expert, et j'ai passé également la formation de TIC, parce qu'on forme également les techniciens en identification criminelle.
Ce sont exactement les personnes que vous voyez toutes habillées en blanc dans les reportages télé, ou malheureusement quand l'actualité nous le démontre assez souvent, qui sont habillées tout en blanc donc, et qui vont intervenir sur les scènes de crime. Voilà un petit peu ma présentation et mon parcours. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit peu d'histoire. Pourquoi la micro-analyse, et vous présenter ce monsieur que certainement vous connaissez, qui est notre maître à tous, hein, en fait, compte. Tout le monde connaît Alphonse Bertillon, hein, donc le bertillonnage, et lui, ce monsieur, c'est Edmond Locard, qui est considéré comme le père fondateur de la criminalistique, hein, de la police scientifique. Il a créé le premier laboratoire de police scientifique à Lyon en 1910. Et son principe, le principe de l'échange, qui est donc là sur la slide. Alors c'est très rigolo parce que lorsque nous formons l'éthique, il y a toujours une question à la fin. Vous savez, à la fin de la formation, ils ont un QCM, ils ont des questions, ils doivent répondre. Et en général, cette question tombe tout le temps. Citez-moi les principes de l'échange d'Edmond Locard. Alors c'est un très beau principe. Nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des traces multiples de son passage. Tantôt le malfaiteur laisse sur les lieux les marques de son activité, tantôt il emporte sur son corps ou sur ses vêtements les indices de son séjour ou de son geste. Qu'est-ce que ça veut dire, ce principe ? C'est ce qu'on explique aux collégiens quand on intervient d'ailleurs dans les collèges, dans le cadre d'experts à l'école. Eh bien, ça veut dire que quand un criminel, un malfaiteur rentre quelque part, il va rentrer sur une scène qui va devenir la scène d'infraction, la scène de crime, eh bien, il va laisser des choses lui appartenant. Ces choses-là, ça peut être des cheveux, ça peut être des poils, ça peut être des fibres textiles de ses vêtements. Et à contrario, il va amener sur lui, il va récupérer des choses, des traces qui appartiennent à la scène de crime. Ça peut être des cheveux de la victime qui va agresser. Ça peut être des fragments de verre de la vitre qui l'a brisée. Voilà, en gros, ça veut dire ça, le principe de l'échange qu'Edmond Locard a mis en évidence. Ce principe, cet échange qui est fait entre l'auteur et la scène d'infraction, il va laisser des choses, il va emporter. Et ça, quand on explique ça aux TIC ou quand on explique ça aux collégiens, eh bien, ils comprennent tout de suite, ben oui, effectivement, c'est logique. Et c'est là que va tout s'articuler notre département, le département micro-analyse. Ce département, donc, c'est un des multiples départements donc, de l'Institut de recherche criminelle. Il a été créé donc en 1990. Alors, quel domaine d'expertise il couvre ? Eh bien, il couvre toutes ces microtraces. Ces microtraces, donc, ça peut être des fibres, ça peut être des éléments pileux, ça peut être des traces d'outils, ça peut être des fragments de verre, des adhésifs. Tout ce que vous voyez donc là sur la slide. Alors, il faut savoir que donc, ces traces, elles sont omniprésentes. Et là, ce qui est très, très important donc pour nous, particulièrement donc, dans l'unité où je travaille, donc, qui s'appelle traces de transfert, c'est que ces traces-là vont permettre d'établir un lien entre une personne et une scène d'infraction, ou alors une personne et un objet. Et bien sûr, ces examens vont pouvoir aussi disculper un suspect. Une personne et une scène d'infraction, mais c'est l'exemple effectivement que j'avais pris là tout à l'heure. Un malfaiteur rentre, il brise une vitre pour rentrer chez quelqu'un, il agresse une personne, il va laisser sur cette personne des choses lui appartenant. Donc ça peut être des cheveux, des poils, des fibres textiles.
il va ramener, quand il va avoir un contact intense avec cette personne, il va ramener sur lui des choses appartenant à la personne. Ça peut être des fibres textiles, des vêtements de la victime. Ça peut être également des poils, des cheveux. Quand il a brisé la vitre, il va marcher sur les fragments de verre qui sont tombés donc au sol, qui vont se mettre sous ses chaussures. Donc, vous voyez, donc une personne, un lien donc, entre une personne et une scène d'infraction. On va retrouver, par exemple, sur le personne, le suspect, on va retrouver des cheveux appartenant à la victime. Donc là, on a le lien entre la personne et la scène d'infraction. On va retrouver dans sa voiture, par exemple, des fragments de verre qui proviennent de la vitre de l'habitation de la victime. Donc, ça va permettre d'établir un lien entre cette personne et un objet. Ensuite, toute une stratégie analytique va se mettre en place pour pouvoir analyser ces microtraces. Soit on a de la chance, on ne va pas parler de chance, soit les examens vont mettre en évidence des concordances, des similarités, et il va y avoir un faisceau effectivement d'indices qui va permettre d'établir des hypothèses en disant mais oui, ce fragment de verre possède toutes les caractéristiques physico-chimiques qui appartiennent donc à la vitre de la maison. Soit ça va permettre de disculper. Le fragment de verre qu'on va retrouver sous sa chaussure, par exemple, n'a aucun lien, il ne possède aucune caractéristique de la vitre brisée. Voilà, donc c'est peut-être ces choses-là qui vont nous dire, ces examens vont permettre aussi de disculper un suspect. Donc pour après rentrer dans le vif du sujet, avec les différentes unités d'expertise. Alors, il faut qu'on aille... non, il faut qu'on fasse là. On change là, en fait. Voilà, super. Donc, le département de micro-analyse, divisé ce qu'on appelle en 3 unités d'expertise. Donc, vous voyez autour donc, du logo, les traces manufacturées, les résidus de tir et les traces de transfert. Je ferai le focus, bien sûr, sur ma discipline au niveau donc, des traces de transfert, les éléments pileux, les fibres et les verres. Et on va commencer par les traces manufacturées, ensuite les résidus de tir, et on terminera bien sûr par les traces de transfert. Les traces d'outils, voilà, vous avez en exemple un petit panel de ce que font mes camarades de l'unité d'expertise traces manufacturées. Pourquoi ça s'appelle aussi des microtraces? Il y a un phénomène actuellement sériel, ce sont les cambriolages. J'espère que vous n'avez pas été victime. Il y a énormément de gens qui se font cambrioler. Et là, vous voyez par exemple en haut à gauche, une slide de la slide, un barillet avec une trace. Donc, que vont faire mes camarades de l'unité d'expertise traces manufacturées? Quand ils vont recevoir ce barillet fracturé, ils vont faire un moulage de la trace. S'ils n'ont pas d'outils à disposition, ils vont pouvoir identifier, avec un macroscope de comparaison, ils vont pouvoir identifier la trace, l'outil à l'origine de cette trace. Quand ils ont un outil saisi, parce que des fois, ça arrive, heureusement, ils vont pouvoir utiliser donc l'outil saisi, reproduire une trace sur le barillet et comparer les traces sur le barillet de question, donc le barillet qui a été saisi, avec la trace qui a été reproduite. Vous vous imaginez, donc avec un microscope de comparaison, à gauche, je vais avoir mon barillet qui a été saisi, à droite, j'ai ma trace reproduite, et ils vont mettre en concordance les microstries, les défauts qui ont été occasionnés, réalisés par l'outil. En l'occurrence, là, c'était une clé à molette. Ils vont pouvoir se prononcer, soit effectivement l'outil saisi est à l'origine de la trace, ou soit pas du tout, il ne va pas être à l'origine de la trace.
Deuxième examen qu'il est possible de faire. Vous voyez une lampe à incandescence. Ils vont pouvoir déterminer l'état de fonctionnement des feux de véhicules lors d'un accident de la circulation. Est-ce qu'ils étaient allumés ou pas, en regardant au microscope électronique à balayage justement le filament, l'état du filament. Est-ce qu'il y a des boules de fusion? Est-ce que ce sont des ruptures fragiles ou ruptures ductiles? Là, c'est le travail, c'est une observation microscope électronique à balayage qui va pouvoir permettre de déterminer cet état de fonctionnement. Et puis à droite, vous avez aussi tout le monde a reconnu, une trace de semelle, une trace de pas. Et là, c'est aussi un de mes camarades de l'unité d'expertise trace manufacturée qui va pouvoir déterminer et identifier le modèle et la marque de chaussures qui est à l'origine de la trace. Alors, ils en reçoivent beaucoup. Au minimum, c'est une dizaine tous les 2 jours, de traces et d'identification de marques, modèles de chaussures. Et là, pareil, c'est aussi l'expérience du technicien qui se dit, tiens, j'ai déjà vu aussi cette trace, et pour pouvoir permettre une identification. Si on revient à la slide du début, au niveau donc des résidus de tir, là pareil, résidus de tir, ils vont pouvoir procéder à la recherche et analyse des résidus de tir et à l'estimation des distances de tir par test chromophorique. En gros, dès qu'il y a un usage des armes, et malheureusement, il y en a beaucoup trop souvent. Lors du départ du coup de feu, il va y avoir un nuage, un flux gazeux qui va se propager, qui va sortir de la... Je ne sais pas si on a une slide, Régis, au niveau donc au niveau donc de la bouche du canon. Et ce nuage gazeux que vous avez va englober la main du tireur, et vous imaginez l'environnement du tireur. Là, c'est valable effectivement pour toutes les armes. Et en gros, ce que va permettre l'analyse de ce flux gazeux, c'est pouvoir permettre de mettre en évidence est-ce qu'il y a des particules typiques, caractéristiques d'un tir d'arme à feu. En résumé, lorsque les techniciens en identification criminelle vont arriver sur la scène de crime, sur la victime, ils vont voir s'il s'agit d'un tir par arme à feu, ils vont faire des tamponnoirs autour des mains de la victime, ils vont saisir les vêtements de la victime. Quand il y a un auteur qui va être, on va dire, un suspect qui va être interpellé, ils vont saisir les vêtements, ils vont faire aussi des tamponnoirs. Les tamponnoirs, ça va être une petite pastille qui vont appliquer sur la main du tireur, sur les vêtements. Et le travail justement de ces experts va être de mettre en évidence, pareil, au microscope électronique à balayage, la présence de ces particules caractéristiques ou typiques d'un tir d'arme à feu. Donc, ils vont rechercher du plomb, ils vont rechercher de l'antimoine, ils vont chercher de barium, toute une cohorte d'éléments chimiques, et toute une interprétation va pouvoir être faite. Est-ce qu'ils vont pouvoir déterminer, est-ce que les tamponnoirs qui ont été analysés, est-ce qu'il y a des particules justement qui vont se retrouver? Et ensuite, l'estimation de distance de tir, c'est une mission aussi qui leur est dévolue. Par des tests chromophoriques, dès qu'il y a un couple, on va dire, couple arme-munition qui va être bien déterminé, ils vont refaire des tirs d'essai à différentes distances pour pouvoir déterminer sur le vêtement, pareil, de la victime, avec des tests, est-ce qu'il s'agit d'un tir à bout touchant, d'un tir à courte distance ou d'un tir à moyenne distance ou à plus longue distance.
Tout ça, il faut savoir que ce sont des examens qui, en fonction du contexte de l'affaire, ne sont pas systématiquement demandés. Par exemple, moi, en unité d'expertise trace de transfert, je ne vais pas intervenir si ma discipline ne l'exige pas. S'il y a un tir d'arme à feu, ce sera peut-être principalement mes camarades de la balistique qui vont intervenir, mes camarades de l'unité d'expertise risque du tir qui vont intervenir. On peut aussi intervenir dans cette affaire pour d'autres choses, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, par exemple pour les examens d'endommagement sur les articles textiles. Il faut savoir, rien n'est figé, en fin de compte. Tout dépend du contexte de l'affaire, des relations que nous avons avec les directeurs d'enquête ou les TIC sur place, sur une scène de crime. Quand ils vont intervenir, ils nous disent, ben voilà le contexte. Là, je vais avoir une découverte de cadavre, a priori pas de tir d'arme à feu, peut-être une strangulation. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et là, on va pouvoir rentrer en jeu avec la dernière unité d'expertise trace de transfert. Justement, avec, oui, ou la scène peut-être d'avant. Voilà, c'est celle-ci, avec la dernière qui est en dessous, avec les éléments pileux, fibres, et puis les fragments de verre et les traces pédologiques. Donc, en résumé, si on commence par les éléments pileux, on va parler déjà du tri d'éléments pileux. On reprend l'exemple de tout à l'heure d'une découverte de cadavres donc par l'éthique où ils vont retrouver des éléments pileux sur le corps de la victime. Ils vont pouvoir les prélever, les mettre dans des sachets cristal, ça arrive au laboratoire. Nous, notre travail, ça va devoir être de les trier. Les trier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les observer au microscope et je vais pouvoir déterminer est-ce que c'est un élément pileux d'origine humaine ou un élément pileux d'origine animale, en regardant plusieurs caractéristiques, notamment le bulbe, la forme du bulbe, la médula à l'intérieur. Là, je vais pouvoir, à l'issue du tri, regarder ça, c'est un humain, ça, c'est un poil animal. À l'intérieur de ces deux familles, je vais préciser s'il y a un bulbe ou non. Et à la fin de mon tri, pour vous schématiser, je vais avoir quatre sous-groupes, un humain animal, un humain avec bulbe, un humain sans bulbe, un animal avec bulbe et un animal sans bulbe. Et c'est ça la mission donc de tri préalable à une analyse ADN. Pourquoi c'est important? Donc c'est un travail bien sûr qui demande, voilà, c'est exactement cette slide-là, Régis. Vous voyez à gauche, c'est un élément pileux d'origine humaine, avec le bulbe qu'on voit en forme d'oignon. À droite, enfin en haut à droite, vous avez un élément pileux pareil d'origine humaine avec ce qu'on appelle la médula. Vous voyez ce canal à l'intérieur qui est là, on va parler du médula fragmentaire. Et en dessous, un joli élément pileux de mémoire, un poil de chat. Vous voyez, donc qui a des caractéristiques bien déterminées. Et alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que grâce à ce tri-là, on va pouvoir donner à nos camarades de département biologie les éléments pileux humains avec bulbe, car il y a du matériel ADN. Il y a de l'ADN génomique qui va se trouver dans le bulbe. Alors, tout n'est pas perdu s'il n'y a pas de bulbe, et dans un élément pileux humain sans bulbe, il va y avoir de l'ADN mitochondrial. Et des fois, les poils animaux peuvent être super intéressants. Par exemple, je pense à des affaires comme des routards du crime qui se baladent de poste en poste, qui ont un chien. C'est très intéressant, par exemple, de retrouver sur chaque scène d'infraction, par exemple, des poils animaux, d'autant plus si la victime, chez elle, ne possédait pas d'animal. Vous voyez, donc tout est un contexte, tout est lié, on va dire, au contexte. Si on revient sur la slide d'après, les fibres, les adhésifs, les cordes des nœuds, aussi un gros on va dire, domaine de notre unité. Les fibres textiles, j'en parlais au tout début,
il y en a partout, on en porte. La chemise que je porte, composée de fibres textiles, les grandes familles, vous avez des fibres d'origine naturelle, le coton, le lin, les fibres chimiques, la deuxième grande famille, le polyester, l'acrylique, le polyamide, tout ça, on est en mesure de les identifier. Et pareil, lorsqu'il y a une bourre de fibres qui est retrouvée, qui n'a rien à faire là dans la scène de crime, on va la retrouver et on va l'analyser. Vous voyez à l'image, là, vous avez du coton, du joli coton à gauche, vous avez une fibre de polyester qui est là symbolisée donc là, sur la slide en haut à droite. Là, voilà, ça va être un gros travail donc d'analyse, d'identification et bien sûr, le plus important, c'est de la comparaison. Est-ce que les fibres que j'ai retrouvées sur ma scène de crime peuvent provenir du vêtement que portait l'auteur? Donc voilà, il y a toute une stratégie analytique qui va se mettre en place, c'est-à-dire une identification de la fibre chimique au spectromètre infrarouge. Je pense aux professeurs, justement, vous pouvez aborder ce thème avec vos élèves, donc les liaisons chimiques qui se passent lorsqu'il y a une interaction, on va dire, et que la molécule va vibrer, donc le spectre infrarouge va nous donner la caractérisation de la molécule. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Donc, on a des appareils qui vont nous aider donc à caractériser la fibre. Ensuite, on va faire pour la comparaison de fibres colorées, on va faire de la microspectrophotométrie. Là, pareil, on va obtenir un spectre colorimétrique de la fibre de question et de la fibre de comparaison. On va mettre en parallèle nos spectres. Et là, on va se prononcer sur est-ce qu'il s'agit bien est-ce que ça peut provenir les fibres de question peut provenir, par exemple, du vêtement du suspect. Là, je vois qu'on arrive presque au temps. En autre domaine, bien sûr, les cordes que vous voyez en bas et les adhésifs, qui sont deux produits, on va dire, commerciaux accessibles à tous, qui malheureusement sont utilisés par les criminels, notamment, je pense, dans les cas d'enlèvement, séquestration. Donc là, on va pouvoir, dans le cas des adhésifs, pareil, identifier et comparer les adhésifs retrouvés, par exemple, sur une victime et comparer avec un rouleau d'adhésifs retrouvés chez un suspect pour pouvoir mettre justement en corrélation, est-ce que ça peut provenir de ce rouleau ou pas du tout, est-ce qu'on fait une exclusion. Et le temps nous est compté, Ouais, ça va, ouais, on peut continuer. Ouais. Et je mets plus en relation effectivement avec le boulot encore formidable que vous, les enseignants, vous faites avec vos collégiens. Et ces projets, donc justement, donc avec ma discipline, avec donc la mallette pédagogique, les objets, les appareils qui sont disponibles. Je pense par exemple avec le microscope, on peut regarder des fibres textiles, on peut regarder des cheveux. Par exemple, les cheveux, tout le monde en a, donc les élèves vont pouvoir regarder avec le microscope, avec la loupe, les fibres. Pareil, et on va pouvoir, les adhésifs, on va pouvoir, les projets sont, on va dire, sont infinis. D'ailleurs, vous constatez d'ailleurs que le major est très au courant du contenu de la mallette pédagogique. D'ailleurs, je tiens, d'où cette slide un peu de transition avant de passer la parole à Christelle Jacquemin. Effectivement, les experts de l'IRCGN se déplacent en fait. Alors évidemment en Ile-de-France, puisque leur laboratoire est à Cergy-Pontoise, donc ils ne peuvent pas se déplacer partout, mais ils se déplacent en Ile-de-France, dans des collèges ou des lycées du réseau Expert-École. Il y en a 6 ou 7 sur toute l'Île-de-France, et là vous avez effectivement des interventions récentes à Poissy ou à Meaux, et sur des échanges vraiment au plus près avec les élèves. Et je tenais à vous en remercier encore une fois. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Peut-être que vous êtes timide pour prendre la parole. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question et n'hésite pas peut-être à ouvrir son micro. Si ce n'est pas le cas, on va peut-être pouvoir passer à la suite. Si, moi j'aurais bien une question quand même. Oui, parce que je suis donc Anne Roux, professeure au lycée Les Eucalyptus à Nice.
Oui, Bonsoir. Tout à l'heure, les photos avec les poils de chien et les Ouais, cheveux, bon, nous, quand on est en sciences physiques, on analyse un peu les cheveux avec leur épaisseur et oui. ça, par diffraction. Mais là, je me demandais, le matériel pour pouvoir voir la nature du poil, là, voir qu'il y a un médulaire ou pas, Ouais. Alors, un microscope classique de SVT, ça suffit pas, voilà, si? non, à mon avis, non, on a fait des tests effectivement avec le microscope de la mallette. Malheureusement, il ne grossit pas assez. Euh, nous, pour vous dire, la photo là, dont est extraite sur la slide, on va jusqu'au grossissement. Alors, ça peut fois 200 déjà, on y arrive. Parce qu'il faut savoir, voilà, donc un élément pileux humain. Allez, ça va aller de 40 microns, ça peut aller jusqu'à 80, 100 microns, 110, 120. Donc voilà, c'est très petit. Et malheureusement, voilà, celui qui est donc dans la mallette, bon, on va pouvoir apercevoir le bulbe, mais non, pas avec un détail. Et pour rentrer effectivement, comme vous dites, vous avez raison, pour rentrer dans la médula, si vous avez un microscope, alors ça serait génial dans votre classe d'avoir un microscope qui puisse grossir là jusqu'à 200 fois. Si vous mettez ça pourrait être génial hein, pour montrer ça à vos élèves. Par contre, je disais quand même une chose, c'est que les caméras d'Inolight qui sont dans le kit Expert École, en fait, elles sont très pratiques pour faire des mesures de distance, enfin de dimension, et elles sont aussi très pratiques pour voir, je pense, des traces de transfert. Ou alors, dans la mallette, vous avez l'assortiment d'étuis et de balles, et ça permet de voir les correspondances de traces entre l'étui et la balle. Mais, Je me permets de prendre la parole après toi pour rebondir sur les éléments pileux. On n'arrive pas forcément à voir correctement, super bien les cheveux humains avec tous les détails. En revanche, on arrive très bien à différencier l'animal de l'humain. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes collégiens, avec les petits microscopes qu'on a dans la mallette, ou même avec des microscopes classiques de SVT. On voit très bien et on peut faire des super photos. Bien sûr, bien sûr. Et c'est génial parce que quand nous, on se déplace, bon, j'arrive avec un stock, alors je prends de partout, hein, je prends des cheveux de ma fille, je prends des cheveux de mon chien. Voilà, le poil animal va être ondulé à la lumière avec même l'albino, il va pas être uniforme dans sa couleur. Alors voilà, le cheveu va être vraiment, on va dire, droit. Ça va se reconnaître quand même assez, on va dire, assez facilement. Donc, c'est effectivement des choses que vous pouvez mettre en place avec les collégiens. Et je pense que les collégiens sont très friands. Et pour rebondir à la question donc de l'enseignante, voilà, donc microscope, ça serait top si déjà, si ça pouvait aller jusqu'à un grossissement 200. Entre lame et lamelle, vous mettez en liquide de montage, vous faites un petit mélange eau-éthanol. L'éthanol, je pense que vous y avez accès, je pense en classe SVT. Une petite pipette, vous mettez de l'eau distillée ou enfin vous mettez 50-50 eau éthanol, et ce qui permet un contraste sympa. Et là, en observation, ça peut être sympa. Ouais. Je propose quand même qu'on fasse la transition avec notre collègue. Je tenais à montrer tout à l'heure, effectivement, le major qui intervient dans les classes et la collègue Christelle Jacquepin qui est intervenue lors du dernier stage de formation qui a eu lieu sur le site de l'IRCGEN en 2021, où il y avait des enseignants, mais il y avait aussi parmi les stagiaires, il y avait des gendarmes, puisque la gendarmerie, elle déploie en propre dans 5 régions, elle déploie une mallette expert à l'école. Et je vais peut-être laisser la parole à Tu me donnes la Christelle. main pour partager mon. Je vais lever la main et je vais te la passer. Attends, voilà. Et je te rends présentatrice. Et du coup, je vais arrêter je vais mettre par défaut. Alors, est-ce qu'on y arrive? Normalement, oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ouais, c'est bon?
Est-ce que tout le monde voit les experts au collège des Deux-Sars de Lorquin? Tout le monde, quelqu'un peut juste nous mettre un petit oui pour confirmer? Oui, c'est Ouais, c'est parti. bon? Ouais. Alors, j'y vais. Donc, je vais vous présenter donc le projet Les Experts dans mon collège, le collège des Deux-Sars de Lorquin. C'est un collège qui se situe en zone rurale. Donc, Lorquin, c'est à côté de Sarrebourg. Alors, c'est une toute petite ville qui est située à 1 heure des grandes agglomérations du Grand Est. Donc, 1 heure de Strasbourg, 1 heure de Nancy et 1 h 30 de Metz. Donc, c'est vraiment une zone très rurale. C'est un collège de 250 élèves. Donc c'est vraiment tout petit et du coup il y a des problématiques qui sont liées à ce territoire rural. C'est qu'on a un grand manque d'ambition de nos élèves, hein. Nos élèves ne se déplacent pas, n'ont pas confiance en eux et on a un grand déficit d'orientation vers les filières scientifiques. On a donc constaté depuis de nombreuses années que les actions qu'on menait en faveur des sciences, on faisait 1 heure spécifique de promotion des sciences quand je suis arrivée au collège il y a une dizaine d'années, avec un succès qui était très mitigé, avec peu d'élèves qui partaient dans les filières scientifiques par la suite. Nos élèves de 6e, quand ils arrivent au collège, alors même si c'est un tout petit collège de 250 élèves, eh bien en fait, on a souvent des élèves qui viennent de classes uniques ou de toutes petites écoles, et en fait, le fait de se retrouver dans un collège à même 250, ça les stresse. Donc il y avait un gros stress à l'arrivée au collège. Il y avait peu d'autonomie de nos élèves et on avait des enseignants qui, face à ce constat-là, étaient un petit peu démotivés. Alors avec tous ces constats, on s'est positionné sur le projet Expert avec comme objectif de faire manipuler nos élèves pour leur permettre d'acquérir des compétences qui sont propres aux disciplines scientifiques, dans le contexte que tous les enseignants de collège et de lycée connaissent, qui est la réduction des moyens qui est affectée à l'expérimentation, de rendre les élèves autonomes et de développer leur ambition, et également de faire vivre notre conseil école-collège et d'améliorer l'accueil des élèves de 6e. Et pour ça, on a commencé, donc il y a au tout début, alors je ne sais plus exactement, ça fait au moins une dizaine d'années, on a commencé avec 1 heure par semaine, donc ça c'est quand on était vraiment riche en heures, 1 heure par semaine avec des ateliers tournants. Donc on avait des ateliers pratiques sur l'analyse justement, la micro-analyse de traces, donc avec les disciplines qui participaient, c'était les SVT, parce que je suis prof de SVT, la collègue de physique-chimie, le collègue de technologie. On avait également des ateliers scientifiques avec la réalisation d'une scène de crime, la création de portraits robots. On avait les profs, les collègues d'anglais et d'histoire-géographie qui participaient. On avait également un travail avec le professeur d'histoire-géographie sur le procès et donc tout ce qui était judiciaire à la suite de ce qu'on menait. Et on avait également des ateliers littéraires avec la rédaction d'un scénario, la rédaction de fiches d'analyse des suspects, la réalisation de vidéos, etc. Le tout pour réaliser à la fin de l'année une journée porte ouverte avec un jeu scientifique, un jeu de piste dans le collège, où les futurs troisièmes, donc les quatrièmes, qui avaient participé toute l'année à ce projet, encadraient les futurs sixièmes, donc les CM, qui venaient observer ce qui se passait. Donc on avait des élèves qu'on rassemblait dans un premier temps dans une grande salle dans laquelle on leur présentait le jeu, et puis ensuite qui participaient à travers différents ateliers dans le collège, donc à une enquête grandeur nature encadrée par les élèves de 4e. Donc ça, c'était notre premier expert. Et puis, juste après, il y a la réforme du collège qui est passée par là. Donc on a perdu l'heure dédiée justement à ces ateliers scientifiques. Et avec les mouvements et les pertes d'heures, on a perdu également un collègue qui est parti dans un autre établissement. Et donc on s'est retrouvé avec une équipe un petit peu réduite. Mais heureusement, il y a les EPI, donc les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui sont arrivés, et on s'est dit pourquoi pas utiliser ces EPI justement pour recommencer à nouveau les experts. Donc on s'est dit toujours pour travailler autrement dans les disciplines scientifiques, pour permettre aux élèves de gagner en autonomie,
qu'on allait à nouveau créer un autre jeu de pistes, mais cette fois-ci en faisant travailler les élèves non plus 1 heure par semaine, mais de façon un petit peu déconnectée dans les différentes disciplines, à peu près 15 heures dans l'année. Donc chaque discipline faisait sa petite sauce. C'était du coup, par exemple, en SVT, j'ai travaillé pendant une certaine période, en français, travaillé une autre période, et on rassemblait la totalité de ce qu'on avait fait pour un jeu, toujours le même type de jeu à la fin de l'année, donc avec des élèves de 4e qui encadraient des élèves de 6e réunis en équipe pour différents ateliers de découvertes scientifiques pour résoudre une enquête. Sauf que après, il y a eu le Covid. Donc Covid, qui dit Covid, dit plus de journées portes ouvertes. Pendant un certain temps, on n'a plus la possibilité d'accueillir du public dans les établissements scolaires. Et donc on s'est dit, mince, les experts, ça nous plaît bien, les élèves accrochent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort? Eh bien, les élèves ont proposé de réaliser les experts sous forme de jeux virtuels. Donc c'est parti, on a recommencé une nouvelle année, et qu'on n'arrête pas de changer, avec cette fois-ci 7 disciplines impliquées, donc SVT, sciences physiques, chimie, technologie, anglais, maths, histoire géo et le professeur documentaliste. Donc on a réalisé une enquête sous forme d'escape game virtuel, créée de toutes pièces par les élèves de 4e et à nouveau à destination des futurs 6e, mais aussi de toute la communauté éducative. Et je vous mettrai le jeu dans la dernière slide pour que vous puissiez éventuellement y jouer ou au moins voir à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Donc les objectifs de ces experts Lorquin version 2021 période Covid, ça a été on ne pouvait plus vraiment manipuler, donc permettre quand même aux élèves de découvrir des gestes techniques scientifiques grâce à des tutos vidéo qui ont été réalisés par les élèves. Leur donner la possibilité quand même de manipuler virtuellement. Et puis également, le but de ce jeu-là, c'était de diminuer le stress à l'arrivée au collège et donc de permettre aux élèves de visiter virtuellement le collège et de rencontrer leurs futurs professeurs de façon virtuelle aussi. Et donc, il y a eu également une nouvelle organisation parce qu'on ne pouvait plus travailler de la même façon et faire travailler tous les élèves sur à peu près tous les postes. Donc, les élèves ont choisi ce qui leur plaisait le plus dans le jeu. Donc, certains ont créé les personnages de toutes pièces. Donc, ils ont créé des petits avatars qui ressemblaient aux professeurs du collège. Certains élèves ont réalisé le scénario. Certains élèves ont conçu le jeu immersif. Alors, je vous montre un petit exemple de ce que ça donne. Donc, on se retrouve dans une salle de classe avec des informations. Et il suffit de cliquer sur les petits personnages pour accéder à la salle où on va pouvoir chercher à partir de matériel des indices qu'on va pouvoir glisser dans des petits scellés. Des manipulations virtuelles dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est pareil, toujours version numérique, les élèves ont réalisé des petites expériences qui peuvent être réalisées virtuellement, donc, puisqu'on ne pouvait plus le faire en classe. Ils ont également fait du codage, donc avec Scratch. Donc, vous pouvez déplacer des blocs de façon virtuelle. Et ils ont créé des petites capsules vidéo pour expliquer aux joueurs de ce jeu virtuel comment est-ce qu'on faisait pour récolter des traces sur une scène de crime, analyser ce qu'on avait obtenu, etc. Donc là, je vous ai mis quelques photographies des élèves lors de leur travail, donc en salle de SVT avec une partie du matériel. Là, ils sont en train d'utiliser les microscopes. Là, en train de rédiger un scénario. Là, on avait récupéré, donc l'IRCGN nous a fait parvenir un petit peu de matériel, en particulier des tenues pour permettre aux élèves de se mettre en condition. Et comme on était en période de Covid, ils avaient des masques, donc c'était tout bénef. On a également eu un gendarme qui est venu nous rejoindre au collège pour remontrer aux élèves comment est-ce qu'on prenait des empreintes, etc., avec le kit empreinte des mallettes, etc. Et donc là, vous avez une des vidéos réalisées par les élèves, par exemple. Lorsqu'une personne se trouve sur une scène de crime, elle peut y laisser des traces, empreintes de pieds, de mains, d'oreilles ou de doigts, qui sont des éléments propres à chaque individu.
Bonjour, nous allons vous montrer comment on s'équipe avec une combinaison et des gants. Puis, nous allons nous attacher les cheveux pour ne pas laisser notre ADN sur la scène. Nous devons aussi porter des masques, même hors période de crise sanitaire. La peau s'éclate naturellement des substances qui se déposent à notre insu sur chaque surface que l'on touche. Les endroits où l'on marche peuvent également se déposer à d'autres endroits. On peut trouver des empreintes sur différents supports, clairs ou sombres, lisses ou poreux, transparents ou opaques. Suivant le support, il faudra utiliser différents procédés pour faire apparaître les empreintes. Par exemple des empreintes digitales. Selon les cas, des cramlights ou des poudres pourront être utilisés. En fonction de ce que l'on a sur les doigts, on peut utiliser des cramlights, des lampes de différentes couleurs qui permettent de faire ressortir différentes substances. Chaque cramlight permet de mettre en valeur une substance différente. Pour les sécrétions produites par la peau par exemple, on peut utiliser la cramlight bleue ou la verte. En fonction de la lumière utilisée, on peut avoir besoin de lunettes pour se protéger et mieux voir les traces. Il y a des lunettes de couleurs différentes en fonction de la lumière utilisée. Nous allons maintenant vous montrer comment observer ces empreintes. Nous allons Non, je ne vais pas vous passer non plus toute la vidéo. Si ça vous intéresse, vous aurez le diaporama à disposition. Suite à ce jeu virtuel, la période a été un petit peu plus propice aux portes ouvertes et on a pu à nouveau accueillir du public et donc on est revenu à des conditions plus normales. Et donc en 2023, on a décidé à nouveau de recréer un escape game réel dans le collège pour accueillir les futurs sixièmes lors de la journée porte ouverte. Donc, on a eu 8 disciplines impliquées cette année-là, donc SVT, sciences physiques, chimie, techno, langue, maths, histoire géo, le professeur documentaliste et les professeurs de français. À nouveau, donc un escape game et toujours les mêmes objectifs. La petite nouveauté, c'est que on nous a proposé cette année-là de commencer l'année avec une visio d'un personnel de l'IRCGN. Donc, on a eu droit à une super conférence où tous les élèves ont participé, où ils ont pu avoir des informations scientifiques et également poser leurs questions. C'était en lien avec le parcours à venir et donc en amont de cette conférence, ils ont pu poser des questions à la gendarme qui est intervenue, qui leur a répondu directement en ligne, ce qui a permis de répondre à toutes les questions et à faire avoir des informations sur le métier de gendarme. Au niveau du fonctionnement, contrairement aux ateliers du tout début de la présentation où les élèves passaient à peu près dans tous les ateliers, là, il a fallu qu'ils fassent des choix parce qu'on est de plus en plus restreint au niveau des horaires. On n'a plus d'heures dédiées, on n'a plus trop d'heures dans les EPI, on n'a plus que un tout petit peu d'heures de dédoublement en AP en quatrième. Et donc, ils avaient le choix entre soit des ateliers pratiques, soit des ateliers scientifiques, soit des ateliers littéraires pendant le temps de classe habituel, c'est-à-dire que les enseignants, pendant leur cours, essayaient de trouver un point pour s'accrocher au programme scolaire. Par exemple, en français, comme ils travaillent sur le roman policier, ils ont rédigé le scénario d'étude d'un roman policier, etc. etc. Au niveau, donc ça c'est ce que je vous ai dit, pardon. Donc au niveau de la préparation du jeu, on a utilisé donc certains des éléments de la mallette, en particulier la centrifugeuse, parce qu'on a travaillé sur les pollens. On a travaillé en physique-chimie. Ils ont donc analysé des poils. Donc là, on a bien utilisé les microscopes pour observer les poils. Et là, pendant l'atelier, ils utilisent carrément juste une loupe binoculaire parce que les poils qu'on leur fait les poils qu'on a laissés sur la scène de crime, c'est des poils de cochon, de sanglier. Et du coup, c'est extrêmement facile à déterminer. Il y a une caractéristique vraiment très facile à voir.
Et là, il y avait l'atelier de technologie qui a permis aux élèves d'avoir des indices également. Donc au niveau de la préparation du jeu, de la même façon que ce que je vous ai préparé jusqu'à maintenant, les élèves se sont équipés, ont réalisé des petites capsules vidéo pour présenter le jour J aux élèves de CM qui venaient dans le collège. Et puis, j'ai encore un petit peu de temps. Il reste 4 minutes. Alors, je vais vous montrer quand même la vidéo finale en fait, du jeu pour voir comment ça s'est organisé à la fin de l'année. Hortensia, tu n'aurais pas vu ma chouette saphir? Non, désolée, je ne l'ai pas vue. T'as cherché partout? Oui, mais je ne l'ai pas trouvée. On prélève du pollen, on met là-dessus, on goûte, suffit. On referme. Après, j'ai vu le pollen, c'est un petit pic. Tu laisses Alice regarder? Non, juste le mot. M-A-N-U-E-L. Très bien. Ensuite, le 6, histoire illustrée. Et moi, viens Rianne. Laissez de la place à votre fille. Super le papier. Les garçons, mettez-vous derrière, vous pouvez regarder. Alors, vous pensez avoir trouvé? Oui, Bonificus. Vous êtes tous d'accord? Oui. Alors, pourquoi Bonificus? Parce qu'il y a un cochon de compagnie, il a le dupe de pollen, c'est du pain, et la substance chimique, c'est la farine. D'accord. Et pourquoi ça peut pas être les autres? Parce que soit ils ont un truc de différence, ou Ok. Salut Eliane, tu sais quoi? L'Aurore Edge, il a retrouvé ma chouette. Oh, mais c'est génial! Tu sais qu'il avait volé? Et pourquoi voler une chouette? C'est super bizarre comme idée. C'était Bonificus. Ça me faisait sourire parce que je revoyais mes élèves de CM2 qui sont en 6e maintenant et qui ont déjà un petit peu changé, donc c'était un petit peu rigolo. Donc maintenant le bilan des experts lorquins au niveau des résultats des élèves et est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était donnés. Du côté des enseignants, c'est très clair. En fait, tous les élèves de 4e qui ont participé au projet sont devenus vraiment experts à la fin de l'année sur la thématique qu'ils avaient à travailler le plus pour pouvoir présenter le jour J. Ils sont beaucoup plus autonomes, ils font preuve d'initiative et également on voit qu'ils sont fiers d'eux, ils ont confiance en eux, donc leur estime d'eux est renforcée. Du point de vue des élèves, c'est tout bénef aussi, puisque on a fait une petite enquête et globalement, on a une grande partie des élèves qui estiment qu'ils ont gagné en autonomie, qu'ils ont progressé dans les disciplines scientifiques, qu'ils ont acquis des nouvelles compétences. Alors, ça ne satisfait pas tout le monde. On a quelques élèves qui se sont ennuyés, qui pensent qu'ils n'ont rien appris. On a des élèves qui ont repris goût aux sciences, et ça, c'était quand même un beau défi pour nous.
Et puis, l'expérience a donné à certains élèves l'envie de poursuivre des études scientifiques. Et on a fait également un nuage de mots où on voit que c'était quand même plutôt des choses positives. Et donc, pour terminer sur l'expérience qui a donné des idées aux élèves pour faire des sciences plus tard, on a toujours des anciens élèves qui viennent lors de la porte ouverte. Et en fait, je vous laisse le témoignage pour clôturer ça d'anciens élèves. Moi, c'est Léane, j'ai 20 ans. Et quand j'étais en troisième, j'ai tellement aimé l'atelier expert que j'ai voulu faire laborantine. Voilà. Et vas-y. Alors moi, j'ai pas voulu faire laborantine, mais ça m'avait beaucoup marqué. J'ai trouvé ça incroyable. C'était une super bonne idée. Voilà. Donc là, j'ai tenu mon temps, ça vient de sonner sur mon téléphone. Donc je vous laisse éventuellement, il y a 2 QR codes en fait. Le premier QR code, c'est le lien vers la présentation que je viens de vous faire si vous voulez revoir des petits points de détail, si je suis passée trop vite ou si c'était confus. Et ici, le lien vers le jeu en ligne si vous avez envie de jouer au jeu Les Experts. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui veulent ou prendre la parole ou poser une question, on peut. Une petite question, Christelle. On peut le dire, hein, effectivement, contrairement à des scénarios dans d'autres établissements, là, la thématisation, on va dire Harry Potter, c'est parce qu'on s'adresse quand même à un public de CM2 et que tu voulais pas une scène de crime sanglante. Hein, c'était juste la dernière fois, en fait. Ouais. C'est parce que c'est les élèves qui choisissent leur thématique. La première, en fait, on était parti sur un cadavre de chevreuil retrouvé en forêt. Ouais. Parce qu'en fait, on avait quand je suis arrivée au collège, dans le projet des experts, on a eu un meurtre à Lorquin, en fait, et c'était la maman d'un élève qui s'est fait tuer par son compagnon. Et le gamin était en 4e. Et donc, c'était absolument impossible, en fait, de parler de scène de crime. Enfin, je ne me voyais pas du tout faire bosser l'élève toute l'année, en fait, sur ce genre de thématique. Enfin, donc, on est parti sur un animal. Et donc, après, chaque année, on a un petit peu évolué. Et donc, là, c'était sur une thématique Harry Potter très spécifique voilà, pour ce coup-là. Quel est, parmi les différents éléments de la mallette, quel est celui qui est, on va dire, le plus indispensable ? Alors, le plus indispensable, j'en sais rien, parce qu'en fait, je pense que chaque enseignant va faire ce dont il a envie avec la mallette. Moi, je me sers beaucoup de la centrifugeuse, je me sers beaucoup des lampes, je me sers des microscopes. J'ai détourné le vivarium pour élever des fasses, mais non pas des mouches. J'avoue, avec le chauffage. Par contre, on se sert pas trop des outils de balistique parce que c'est un petit peu complexe quand même on a trouvé pour nos élèves. Ouais. Mais chacun va utiliser le matériel dont il a besoin en fait. Ouais. Est-ce qu'une année vous avez travaillé avec une unité de gendarmerie proche du collège ? Oui, avant Covid en fait, il y a la brigade de Lorquin qui était intervenue. Donc, qui était venu au collège pour donc aider les élèves à prendre les empreintes, etc. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Major, une question peut-être ? Non, à notre collègue. Non, c'est plus des félicitations. Bravo Christelle pour le travail que tu as mené. C'est formidable. Moi, je vois en plus le lien qui a été fait entre l'arrivée justement des élèves de CM2 qui sont accueillis par les 4e. C'est topissime hein, par le biais de cette escape game. Et puis, ce qui est important, on en parlait tout à l'heure avec Régis, c'est justement les autres disciplines autres que physique, chimie, SVT, mais sont mises en avant aussi. Les langues, le français, les maths. Donc tout ça crée un lien et encore bravo. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui disposent de la mallette en fait c'est un support. Ça n'est pas exhaustif évidemment et il faut peut-être un peu laisser libre cours à son imagination pour intéresser les autres collègues hors discipline scientifique effectivement comme c'est fait. Et surtout faut être, j'aime pas trop le mot de flexible parce que c'est utilisé souvent à mauvais escient, dans l'éducation nationale. Mais faut être capable de rebondir et de se dire ça n'a pas forcément ça peut plus fonctionner de la même façon, c'est pas grave, on fait autre chose.
pour les élèves et aussi pour les enseignants, parce qu'en fait, je vous ai dit, au début, les enseignants étaient franchement démotivés dans mon collège, et là, on est 8 collègues qui travaillons ensemble, alors pas forcément en même temps, mais on travaille sur le même projet et ça crée vraiment du lien et on voit l'intérêt pour les élèves et c'est vraiment, vraiment top, c'est vraiment cool. Ouais. Alors peut-être, d'abord je tenais à vous remercier tous les deux, Major et Christelle, pour ces présentations, ces éclairages à la fois sur la microanalyse et sur ce projet pédagogique. Et je me permets en fait déjà de teaser le prochain webinaire qui est déjà dans les tuyaux, puisque je vais reprendre la main. Alors, je vais reprendre la main. Et on va... Alors, il faut que je cherche... voilà. Alors, je me permets de présenter, vous avez le QR code qui apparaît, le programme du prochain webinaire. Alors justement, tu en parlais tout à l'heure, Christelle, donc toujours deux interventions, enfin une co-intervention sur deux sujets. Donc une expertise IRCGN avec l'intervention de la capitaine Nicolas, qui était d'ailleurs l'experte qui était intervenue en visioconférence au collège des Deux-Sars. C'est ma vie. Voilà, la capitaine Nicolas, effectivement, qui est experte en empreinte génétique, qui travaille au département expertise génétique de l'IRCGN et qui présentera effectivement comment dire, le support que représente la biologie génétique pour les tribunaux, pour la justice. Et la capitaine Nicolas, elle est experte près la cour d'appel de Versailles. Voilà, donc elle nous exposera ça. Et alors cette fois-ci, c'est une co-intervention de deux collègues. Alors d'ailleurs c'est une première dans le cadre de Experts à l'école. En fait, c'est le premier établissement en fait qui met en place, qui construit en fait un projet et qui le concrétise sous la forme d'une classe de défense et de sécurité globale. C'est un projet particulier puisque c'est un projet pour lequel c'est une classe de l'établissement qui a été constituée avec des élèves volontaires et qui suit un programme annuel intégré à l'emploi du temps. Donc c'est une option facultative à laquelle les élèves ont souscrit avec leurs parents. Et ils travaillent effectivement main dans la main avec la cellule d'identification criminelle de Orléans et aussi la brigade territoriale autonome de Chécy, donc la ville dans laquelle se trouve le collège. Elles vont nous expliquer effectivement comment elles conduisent. Alors c'est un nouvel aspect, c'est une classe dédiée. Elles vont nous expliquer notamment comment elles travaillent avec la gendarmerie sur ce projet. Les élèves participent, il y a plusieurs interventions dans l'année de gendarmes. Les élèves sont invités sur la plateforme technique de la CIC d'Orléans. Et c'est un projet multidisciplinaire comme ce que présente Christelle, c'est-à-dire que les élèves travaillent aussi avec, ils assistent qui participent à une visite du tribunal judiciaire d'Orléans. Il y a une médecin légiste du CHU d'Orléans qui intervient aussi. Donc on vous présentera ça dans le prochain webinaire. Vous pouvez déjà scanner le QR code qui vous mène sur la page de présentation Experts à l'école, et quand vous scrollez un peu vers le bas, vous retrouvez le flyer cliquable avec la page d'inscription au webinaire, à ce webinaire qui aura lieu donc le 26 mars, toujours un mercredi, de 17h à 18h. Voilà. J'invite les collègues qui ont des questions à poser sur Experts à l'école à nous recontacter sur mon adresse, puisque je vous ai fourni le lien avec mon adresse courriel. Donc n'hésitez pas à me reposer peut-être directement ces questions, parce que là je n'aurai peut-être pas le temps de répondre dans le chat d'une. Et donc je vous donne en tout cas rendez-vous le 26 mars. Je reviendrai vers vous pour les inscriptions. Et donc je vous remercie et on va s'arrêter là du coup et je vous dis à bientôt. Merci. Voilà. Merci Christelle. Merci Christelle. Ouais. Merci à vous. On se quitte alors. Bonne soirée.